Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là pour ce 40e forum des arts et métiers. Et par rapport à la conférence inaugurale que vous venez d'entendre, je vais essayer d'élargir un petit peu le sujet et de vous parler du secteur de l'énergie, pourquoi c'est un secteur passionnant. Je vais vous donner 3 grandes raisons. On va les creuser un petit peu plus ensemble et je finirai avec quelques planches sur Total. Mais je vais donc élargir un petit peu le sujet. Première raison pour laquelle le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui devrait vous intéresser et qui en tout cas est un secteur avec des enjeux pour chacun d'entre nous. La première raison, c'est que c'est un des rares secteurs au monde qui a un réel impact sur l'ensemble de la population. C'est pas Total qui le dit, c'est Singularity University, que vous connaissez peut-être, qui est un incubateur, une université et un centre de recherche américain basé dans la Silicon Valley. J'ai emprunté cette planche. How will you positively impact 1 billion people in the next decade? Eh bien, si on travaille dans l'énergie, on peut avoir cet impact-là au plan mondial. Il y a une dizaine de secteurs qui sont listés par Singularity. Il y a la santé, l'eau, l'énergie, l'environnement, bien sûr. Énergie et environnement sont intimement liés, on va en reparler. Tout ce qui concerne l'alimentaire, l'éducation, la sécurité, et puis bien sûr, comment sortir de la pauvreté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'énergie impacte l'ensemble des autres secteurs, d'une part, et que d'autre part, ce qui est décidé en Chine dans le monde de l'énergie, ça nous concerne ici en France, en raison des émissions de carbone, mais pas seulement. Donc il y a une interpénétration en plus de ces secteurs entre eux, mais c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le monde de l'énergie est en plein bouleversement, et ça c'est passionnant. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 3D, sinon je vous rappelle ce que ça veut dire. Décarboner, digitaliser et décentraliser. Décentraliser, on peut appeler ça démocratiser aussi. La structure hiérarchique, par exemple, d'un réseau électrique, par le passé, c'était génération, haute tension, moyenne tension, basse tension sur les lieux de consommation. Avec le solaire, avec peut-être demain l'hydrogène, l'électrolyse, on générera, et on génère déjà aujourd'hui de l'électricité à domicile, et donc on fait de la haute tension à domicile, et donc la génération électrique se démocratise et se distribue. Donc énormément de modifications en profondeur dans ce monde de l'énergie. On peut parler de transition énergétique comme on le fait en France. C'est une manière extrêmement gentille de décrire ce qui se passe. On peut parler de mutation. Moi j'aime bien le mot anglais disruption. Le monde de l'énergie, il est en plein bouleversement, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'opportunités pour trouver des nouvelles façons d'avancer. Et c'est quelque chose d'important, je pense, quand on est jeune. En tout cas, je ne suis plus aussi jeune que vous, mais moi, ça me passionne. Troisième raison, Energy Double Crossroads. L'énergie, en fait, est à la fois à la croisée des chemins, parce que nous pouvons continuer à utiliser le système énergétique mondial actuel, et comme vous venez de l'entendre, on va avoir un gros problème d'émissions de carbone avec les risques de réchauffement climatique que cela inclut. Ou alors, croiser des chemins, on peut essayer d'inventer ensemble d'autres trajectoires plus responsables de développement durable. Et puis l'énergie est aussi at crossroads au sens de au carrefour. Le monde de l'énergie est au carrefour de plein d'autres secteurs qui sont stratégiques dans le monde entier. J'en ai représenté ici 5, il y en aurait d'autres. Mais l'énergie est au carrefour de tout ce qui est politique publique et réglementaire, au carrefour des technologies, au carrefour d'enjeux business majeurs, mais aussi d'enjeux de développement. Et puis en arrière-plan, j'ai choisi de nommer juste 2 choses importantes, la géopolitique d'une part, et puis nos consommations, nos comportements à nous tous. Et si nous voulons que le monde change dans le domaine de l'énergie, on a tous aussi une responsabilité de par la manière dont on consomme ou économise l'énergie. Donc je vous propose maintenant de parcourir ces 5 thématiques à toute vitesse. Politique publique. S'il y avait
qu'un sujet à retenir de tout ce qui se passe dans le monde concernant la réglementation, c'est évidemment la COP 21 à Paris en décembre 2015. C'est représenté ici. Vous savez qu'il y a presque 200 pays qui se sont réunis pour la COP 21 et qui ont défini des engagements au niveau des États. La COP 21, c'est les États, ce ne sont pas les entreprises ni les particuliers. Ils ont pris des engagements pour essayer de décarboner leur système énergétique. Et quand on agrège tout ça, ça décrit une trajectoire pour le système énergétique mondial. Alors, ce qui a été dit en décembre 2015, c'est écrit là, « The world must achieve greenhouse gas neutrality sometime in the second half of the century ». Donc, deuxième partie du XXIe siècle, de plus en plus, on entend dire que ce serait en 2050. C'est plus la deuxième partie, entre 50 et 100, mais plutôt 2050. L'autre chose qui est important à retenir de la COP 21, c'est que tous ces pays ont utilisé comme référence un scénario de l'EIA en français, donc l'Organisme mondial de l'énergie international. Et ce scénario 2 degrés est un scénario qui dit que l'urgence climatique impose qu'on change le système énergétique mondial. Ce scénario est un scénario que Total a décidé d'intégrer en référence à sa stratégie. Donc ça, c'était juste sur les politiques publiques. En termes de technologie, cette planche, c'est pour vous dire trois choses. D'abord, en haut à gauche, c'est une évolution réelle du mix énergétique américain. On parle beaucoup de Donald Trump qui ne veut plus respecter la COP 21 signée par le président Obama. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 et aujourd'hui aux États-Unis? Vous voyez, on est dans le monde électrique. Vous voyez l'effondrement de la génération électrique au charbon, la montée en orange de la génération électrique au gaz et la montée en vert aussi des renouvelables avec un nucléaire américain qui est à peu près flat. Le nucléaire est à peu près flat dans le monde entier, sauf de très rares pays. Donc effondrement du charbon, montée du gaz, montée des renouvelables, ça c'est une évolution vertueuse. Et M. Trump n'y pourra rien. D'où ça vient? Ça vient de la révolution du gaz et du pétrole de schiste, mais en l'occurrence pour l'électricité, du gaz de schiste américain. Donc on a une innovation technologique qui a elle-même évidemment beaucoup de choses autour d'elle, et il y a des choses positives et négatives, mais grâce au gaz de schiste, le gaz américain est devenu extrêmement peu cher, il a déplacé le charbon dans la génération électrique américaine, et ça c'est très très bon, ce qui veut dire qu'en fait, en termes d'émissions de CO2, les États-Unis sont sur une excellente trajectoire par rapport à la COP 21 et par rapport à ce qui avait été pris comme engagement alors. Total croit aussi beaucoup au gaz naturel qui émet 2 fois moins de CO2 que le charbon dans la génération électrique. Si aujourd'hui on pouvait d'un coup de baguette magique substituer toutes les centrales au charbon du monde entier, en Chine, en Inde, et celles qui restent encore, mais il n'y en a plus beaucoup aux États-Unis et ailleurs, en Allemagne, si on pouvait substituer ces centrales au charbon par du gaz, on serait mondialement sur une trajectoire compatible avec les engagements de la COP 21. C'est vous dire qu'il y a un énorme enjeu déjà sur les énergies fossiles entre elles. Deuxièmement, c'est une extrapolation de Bloomberg New Energy Finance sur ce que pourrait être l'évolution du mix électrique européen. Et là, en fait, ce que vous voyez en grand bleu et en jaune, c'est une projection, donc là, c'est pas la réalité, qui table sur une énorme montée en puissance en Europe des renouvelables solaires et éoliens. Peut-être, c'est Bloomberg qui le dit. Total est extrêmement bien positionné sur les renouvelables, je vous le mentionnerai tout à l'heure. Mais en tout cas, si ce scénario doit se réaliser, on va avoir besoin d'une chose qui aujourd'hui n'existe pas vraiment de manière compétitive, c'est du stockage électrique massif, à la fois journalier et saisonnier. Et une des manières de stocker l'électricité, bien sûr, il y a l'hydro, il y a pas mal de technologies, mais celle que tout le monde regarde, ce sont les batteries. Et donc, pour que ce scénario se réalise, on va avoir besoin de batteries. Et ce qui se passe dans le monde des batteries, c'est en gros la même chose que ce qui se passe dans le monde des renouvelables, c'est un effondrement des prix et c'est une augmentation très forte de la performance. N'empêche que, à l'heure où je vous parle, on ne peut pas faire encore de stockage électrique massif avec des batteries de manière suffisamment compétitive pour qu'on puisse remplacer la génération électrique au gaz ou même le nucléaire par du renouvelable plus des batteries. Aujourd'hui, le backup du renouvelable, c'est le gaz, parce que le gaz est très flexible. Mais en termes de technologie, retenez que l'énergie est un monde exponentiel et non pas linéaire.
On ne sait pas bien anticiper l'exponentiel, le cerveau humain est mal formaté pour ça, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir plein de ruptures, plein d'évolutions technologiques. Total participe à ces efforts-là dans tous les domaines que j'ai décrits, sur les renouvelables et le gaz et le bas carbone, et c'est vraiment très intéressant. Une autre plan, juste pour vous dire que bien sûr, tout ce qui est digital, intelligence artificielle, drones, robotique, investissent aussi le secteur à la fois énergétique et électrique. On parle beaucoup des smart grids, des réseaux intelligents. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'ils ne sont pas intelligents du tout. D'accord? Donc on dit qu'ils sont intelligents et qu'on va les rendre plus intelligents, mais on part quand même de quelque chose qui est très peu intelligent aujourd'hui. Il y a d'énormes opportunités donc liées au digital et à l'intelligence artificielle et à toutes les autres technologies listées ici. C'est vrai dans le monde électrique, c'est vrai aussi dans le monde du pétrole et du gaz. Par exemple, j'ai listé en bas les inspections par robot, tout ce qui est drone sous-marin, tout ce qui est drone sismique. Il se passe énormément de choses dans l'intelligence artificielle et le digital dans le secteur de l'énergie. Total a annoncé que nous allons ouvrir l'année prochaine une usine digitale au cœur de Paris. On va recruter 300 ingénieurs et experts de ces technologies-là. Troisième sphère des carrefours de l'énergie que je vous ai mentionné, c'est ce que j'ai appelé business, mais qui est aussi développement. Deux idées sur cette petite planche. Premièrement, il y a plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça, c'est une donnée fondamentale qu'on peut facilement oublier quand on est à Paris ou ailleurs en France, dans un pays avec des niveaux de vie élevés. Ce milliard de personnes dépend en fait de l'énergie pour son développement, pour sortir de la pauvreté. Et quand c'est ça, la réalité, dans certains pays émergents, eh bien en fait, les enjeux climat, ils viennent en numéro 2. C'est l'accès à l'énergie qui prime. Même si c'est du charbon, et même si c'est du charbon sale, et même si c'est du charbon qui émet du CO2, parce que ça peut être du charbon pas cher. Donc premier énorme sujet, le développement, et l'énergie est un facteur clé d'accès à un niveau de vie plus élevé. Deuxième chose, c'est que j'avais retrouvé juste une liste des most influential CEOs in the world. Et vous voyez peut-être pas, mais enfin dans la liste ici, sur les 20 premiers, il y en a un peu moins de 10 qui sont dans le domaine de l'énergie, ce qui est une façon de dire que l'énergie est un secteur économique majeur. Mais ensuite, à tous les gens qui travaillent dans ce secteur, de faire en sorte que ce soit aussi un secteur économique avec un impact positif sur le monde. Et j'ai été jusqu'à 20 parce que le CEO de Total, Patrick Pouyanné, est 18e. Sinon, je me serais peut-être arrêtée à 10, mais j'ai voulu lui rendre justice. Juste en 2 minutes, géopolitique, je ne vais pas vous faire un long speech sur la géopolitique, ça m'amènerait trop loin. Est-ce que quelqu'un a le courage de lever la main et de me dire qui est le premier pays producteur de pétrole au monde? Vous savez ça? Est-ce que quelqu'un ose jeter un nom de pays à l'audience? Oui? Oui, très bien. Pourquoi? Les États-Unis. En tout cas, c'est une bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire qui est le premier pays producteur de gaz au monde? Allez-y, hein, on est entre nous. C'est pas filmé. Non, vous savez pas, premier pays gazier au monde? Il y a bien quelqu'un qui sait. Oui? La Russie, ce n'est pas une bonne réponse, mais c'est quand même une réponse intéressante. Juste, pour pas y passer trop de temps, quelqu'un ose un autre nom? Ouais, les États-Unis. Voilà. Alors, on pourrait continuer longtemps. La Russie, c'est pas mal du tout, monsieur. C'est bien, hein, parce que déjà d'intervenir en France, on n'ose pas trop être interactif, donc c'est déjà très très bien. Voilà. Si vous voulez aller sur le stand de Total, après, il faut pas hésiter. Donc, en fait, je pourrais faire un long speech là-dessus. Je vous ai mis les podiums des premiers producteurs de pétrole, de gaz, de charbon et aussi de bases installées. Donc pas de nouvelles installations annuelles, mais de bases installées, de solaire et d'éolien. Vous regarderez si vous récupérez les planches, mais grâce à la technologie du schiste, les Américains sont redevenus premiers producteurs de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Et ils sont aussi redevenus premiers producteurs de gaz au monde devant la Russie et aussi devant l'Iran. Et en 2017, pour la première fois depuis 1957, les États-Unis sont devenus exportateurs de gaz. Et donc c'est juste pour vous dire que la technologie a un impact gigantesque sur cette industrie énergétique. Et cet impact-là
modifie énormément les équilibres géopolitiques. Et quand on travaille dans un groupe comme Total, eh bien, on a tous ces sujets-là en permanence, en tête. Au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a moins besoin de la part des Américains, il y a moins besoin du pétrole du Moyen-Orient puisqu'ils en ont beaucoup à domicile. Le président Trump est quand même plutôt sur le retrait vis-à-vis du Moyen-Orient, et qui c'est qui s'engouffre à la place? C'est bien sûr la Russie, et vous avez peut-être vu les alliances entre l'OPEP et la Russie. Voilà, je pourrais continuer, je vais avancer. Sur les comportements, nos comportements à nous, j'aime bien dire 4 mots. Le sujet de l'énergie dans le monde aujourd'hui se résume en 4 mots. Il faut plus d'énergie pour donner de l'accès à l'énergie à tous ceux qui n'en ont pas, ou améliorer l'accès à l'énergie à ceux qui l'ont, mais de manière seulement intermittente. Et il faut moins de carbone. Mais ne croyons pas que cet enjeu-là n'est qu'un enjeu pour les États et les régulateurs publics. Et ne croyons pas non plus qu'une entreprise comme Total ou Orano, ou quelle qu'elle soit, est la seule à devoir agir. Nous devons aussi, nous, agir. Et notre comportement peut accélérer ou freiner les évolutions de décarbonation. Je ne sais pas combien d'entre vous sautent dans un avion quand il y a des billets low cost disponibles pour aller à l'autre bout de la planète. Ça ne se faisait pas il y a 50 ans. Quand moi j'étais petite au Danemark, on ne mangeait pas de bananes. C'était extrêmement rare parce que les bananes ne voyageaient pas jusqu'au Danemark. Aujourd'hui, on peut acheter des fraises sur n'importe quel marché parisien tout au long de l'année. C'est un autre monde, mais on participe si on achète des fraises à Noël. Et puis, il y a bien sûr tout le gros sujet d'une taxe carbone, d'un impôt carbone, d'un prix du carbone. Total s'est exprimé en faveur d'un prix du carbone depuis 2015 parce que ça devrait faciliter la sortie du charbon de la génération électrique. Mais est-ce que nous avons tous envie de payer plus pour consommer plus vert? Je ne sais pas. C'est un sujet pour chacun d'entre nous. Je finis avec juste 2-3 planches sur Total. En résumé, les enjeux du domaine de l'énergie aujourd'hui, à travers la géopolitique, à travers la technologie, à travers les réglementations, à travers nos comportements, c'est d'arriver à mettre le monde sur la trajectoire du scénario de la COP21 qui s'appelle le SDS, Sustainable Development Scenario, qui est représenté ici. Donc c'est un scénario de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Plusieurs caractéristiques. Le charbon, c'est entre 2016 et 2040. Pour être sur une trajectoire compatible avec le 2 degrés, qui devient depuis 2015 plutôt 1,7 ou 1,5 degrés, il faut qu'il y ait un effondrement du charbon. On a vu que c'est possible aux États-Unis, quelle que soit la politique de Washington. Il faut plus de nucléaire, parce que le nucléaire n'émet pas de CO2, ça fera plaisir au patron d'Orano. Mais il faut aussi, en 2040, il y aura toujours plus de 40% de pétrole et de gaz, parce que le monde ne peut pas du jour au lendemain changer complètement son mix énergétique. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup plus de renouvelables, beaucoup plus de bioénergie, c'est tout le haut de la colonne de 2040. Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire ça? Il y a les enjeux que je disais de technologie, d'intermittence du solaire et de l'éolien, il faut du stockage. Mais il y a aussi un autre enjeu, c'est que la demande d'énergie dans le monde, elle est croissante. Et que vous voyez dans ce scénario, en fait, la demande ne croît pas. Pour arriver à ce scénario, en plus du changement de technologie, il faudrait des gains d'efficacité énergétique gigantesques. 2 ou 3 fois ce que le monde a été capable de faire annuellement depuis 50 ans. Donc ça va être très difficile. Et limiter la demande énergétique, ça veut dire accepter qu'1 milliard de personnes aujourd'hui, les 2 milliards de personnes qui seront sur Terre d'ici 2050, ne vont pas avoir un bon accès à l'énergie. Donc c'est pas facile de concilier les impératifs à la fois de plus d'énergie pour plus de personnes et moins carbone. Et encore une fois, dans beaucoup de pays émergents, la solution de facilité, c'est le charbon. Mais le charbon émis en Chine, il nous concerne aussi ici en Europe et il nous concerne aussi aux États-Unis. Tous ces enjeux, c'est des enjeux que Total intègre dans sa stratégie de manière très explicite. Nous faisons référence à ce scénario 2 degrés. Nous savons que nous faisons partie du problème en mettant sur les marchés des produits pétroliers et gaziers qui contribuent à émettre du carbone, mais c'est vous et nous-mêmes qui les consommons. Mais nous disons que nous pouvons aussi faire partie de la solution parce que nous avons énormément de compétences, nous avons beaucoup de capitaux et que cette évolution du monde énergétique va être extrêmement onéreuse en investissement. Des talents, de l'argent,
de la compétence sur les domaines énergétiques. Et donc nous avons énormément fait évoluer le portefeuille de Total depuis à peu près 5 ans. Ce que dit l'AIE dans son scénario pour que le monde prenne la bonne trajectoire de développement durable, c'est qu'il faut bien sûr développer les énergies renouvelables dans le système énergétique mondial. C'est le 2. Il faut développer le gaz au détriment du charbon parce que c'est plus vertueux en termes de CO2 et que le gaz est une énergie indispensable pour permettre aux populations d'avoir accès à l'énergie, et c'est une énergie très flexible. Et troisièmement, bien sûr, il faut aussi travailler sur l'efficacité énergétique, essayer de contenir la demande autant que faire se peut. Total a en fait une stratégie que j'ai mise en miroir ici de ces 3 leviers de l'AIE et qui y répond fortement. Nous avons dit haut et fort depuis plusieurs années que nous nous concentrons sur les projets pétroliers les moins chers, à low break-even, point mort faible, parce qu'à court terme le baril est volatile et parce qu'à long terme la demande de pétrole ne va pas continuer à croître à l'infini, en tout cas pas dans le scénario de degré de l'AIE. Nous nous sommes positionnés très résolument sur les chaînes du gaz auxquelles nous croyons beaucoup, notamment à travers le gaz naturel liquéfié, le GNL. Et puis, troisième levier, celui de l'AIE aussi, nous avons développé un énorme portefeuille que nous appelons bas carbone en dehors du gaz, des renouvelables, de l'électricité bas carbone, stockage de batteries avec notre filiale Saft, l'efficacité énergétique, tout ce qui concerne la capture de carbone, une fois qu'il est émis, est-ce qu'on peut le réinjecter dans un réservoir ou l'utiliser, donc le stockage et la capture de carbone, et ce qu'on appelle les puits naturels de carbone, qui est la préservation par exemple des forêts primaires. Pas replanter, mais préserver. C'est beaucoup plus efficace en termes de CO2. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Total, que vous pensez connaître, et on a un effort de pédagogie à faire, je le sais, mais c'est pas que les stations-service que vous voyez peut-être sur les autoroutes ou le carburant qui est dans les avions quand vous partez en vacances. Total, c'est 4 activités: l'exploration et production, la recherche de pétrole et de gaz. Je vais sauter la deuxième activité. Le raffinage et la chimie qui concerne les molécules de pétrole qu'on transforme en produits pétroliers ou en produits de base pour la pétrochimie. Et puis le marketing et services qui est la distribution de carburant, de lubrifiant pour le consommateur final. Et puis on a créé donc une activité qui s'appelle gaz renouvelable et power, qui concentre à peu près, je vais dire, tous les métiers bas carbone de Total. Mais nous avons aussi du bas carbone dans nos réseaux de services, puisque nous solarisons nos stations-service et puis nous distribuons de l'électricité sur des bornes électriques si vous avez un véhicule électrique. Au total, nous consacrons 2/3 de notre effort de R&D et d'innovation au digital et au bas carbone, et c'est 2/3 d'un montant qui est supérieur à $1 milliard par an, donc c'est quand même un effort gigantesque. Depuis 2015, nous avons vendu pour 20 milliards d'activités de notre portefeuille, nous avons acheté pour 30 milliards, donc nous avons fait un énorme changement d'activité en termes de portefeuille. Le net, ça fait 10 milliards, et sur ce net de 10, il y en a 6 dans le bas carbone. Donc je pense que le Total d'aujourd'hui n'est pas forcément le Total que vous avez mentalement en tête. Alors qu'est-ce qu'il fait Total? Eh bien, nous faisons des panneaux solaires et des fermes solaires et des solarisations de sites, solarisation d'une station-service du groupe. Là-haut, le joli bâtiment rond, c'est le nouveau siège d'Apple en Californie, Apple. C'est des panneaux solaires qui alimentent ensuite des bornes électriques et tous les salariés viennent en véhicule électrique. Nous faisons bien sûr de l'extraction de pétrole de fonds sous-marins, c'est une activité high-tech, ça c'est un FPSO en Angola. Nous avons des raffineries, ça c'est Donge en France. Et nous avons des méthaniers pour développer cette chaîne du gaz qui nous paraît tellement importante pour décarboner l'électricité et le mix énergétique mondial. Voilà. Alors je sais qu'on est souvent critiqué, je sais qu'on est méconnu, mais parfois on dit aussi des choses positives sur Total. Là, c'est les Nations Unies et le Global Compact qui, il y a un peu plus de 2 ans, en septembre 2016, a nommé notre CEO, Patrick Pouyanné, comme un SDG, Sustainable Development Goals Pioneer, pour saluer les partenariats que Total a impulsés et essayé de construire dans tout ce qui concerne le bas carbone. Donc oui, parfois on n'aime pas trop Total, mais oui, Total bouge et Total fait des choses assez formidables dans le bas carbone. Je finis en disant time to act. Total, c'est 100 000 personnes qui sont engagées pour une énergie meilleure. Et sur ce, si vous avez envie de nous rejoindre, il y a un stand, et puis s'il y a du temps, je veux bien répondre à des questions.
Merci en tout cas, et puis merci aux courageux qui ont levé la main.